À quoi nous sert l'espace? Pour beaucoup, la réponse est simple, à rien. C'est juste un vide infini au-dessus de nos têtes, et puis c'est tout. Mais si c'était vraiment inutile, pourquoi les milliardaires y mettent autant d'argent? Pour certains d'entre eux, l'espace, c'est notre futur, voire peut-être même notre salut. À l'heure où le changement climatique menace notre survie sur Terre, deux visions s'opposent. Fuir ou rester. D'un côté, Elon Musk et Jeff Bezos investissent des fortunes pour partir vivre ailleurs, sur Mars. Une planète proche de nous, unique en son genre, et surtout qui possède un élément essentiel à la vie, de l'eau. Alors sur le papier ça fait rêver, mais est-ce vraiment possible? De l'autre côté, certains affirment que l'espace n'est pas une échappatoire, mais notre meilleur atout pour sauver la Terre. Un outil indispensable pour comprendre notre planète, et peut-être même arrêter ceux qui la détruisent. Mais lorsqu'ils disent ça, sur quoi se basent-ils? Et surtout, vont-ils y arriver à temps? Entre fuite vers Mars et protection de la Terre, quelle utilisation de l'espace est la meilleure? Top! Avant de continuer la vidéo, sachez que cet épisode est possible grâce à votre soutien mensuel sur Tipeee. On a lancé une campagne de dons, l'Odyssée du Vivant, pour vous partager les solutions de demain face à la polycrise des limites planétaires. On est un média 100% indépendant qui existe uniquement grâce à vos dons, donc si t'aimes cet épisode, n'hésite pas à aller voir le lien en description. Allez, en route pour l'espace. Avant de se demander si on peut vivre dans l'espace, il faut comprendre pourquoi on a voulu y aller. Tout a commencé en 1969, une année historique qui va définir la suite de notre Odyssée. C'est à ce moment-là que notre présence est jouée lorsque deux Américains posent les pieds sur la Lune et prononcent la phrase iconique que vous connaissez tous. Objectivement, c'est un exploit. 400 000 km de voyage, un monstre de 3000 tonnes qu'il a fallu propulser dans l'espace, c'est juste incroyable. En l'accomplissant, les États-Unis mettent une claque technologique à leur rival de l'époque, l'URSS. Et pour bien montrer qu'ils sont meilleurs qu'eux, ils vont y retourner 5 fois. Mais après, plus rien. Alors pourquoi? Depuis 1972, plus personne n'a remis les pieds sur la Lune. Ça paraît bizarre d'avoir investi autant d'argent pour finalement ne plus y aller. En fait, s'ils ont décidé d'abandonner le projet, c'est tout simplement parce que c'est devenu banal. Tout le monde s'en foutait. C'est comme un cadeau de Noël. Au début, t'es super excité, et puis après, tu te lasses. Aller sur la Lune, ça faisait rêver, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se sont rendus compte que ça coûte cher, et ça sert à rien en fait. Rapidement, l'espace est devenu ringard aux yeux de beaucoup de monde, mais pas de tous. Inspiré par cette épopée lunaire, Star Wars va sortir au cinéma et devenir un succès planétaire. Une saga culte que vous connaissez tous, mais qui va inspirer une personne en particulier qui va tout changer et prononcer cette phrase. And one day, we will indeed occupy Mars. Elon Musk! Bon, vous le connaissez tous, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui a un petit projet, coloniser Mars. Un projet un peu technique, complètement fou, qui a pour but d'envoyer des humains sur une planète à 225 millions de kilomètres, où il fait moins 63 degrés de moyenne, où il n'y a pas d'eau liquide, pas d'oxygène et pas de bouffe. Ça fait rêver, non? Non. Alors, chacun a son opinion, mais moi la question que je me pose, c'est pourquoi il a ce projet alors qu'on a tout ce qu'il faut sur Terre? On a de l'eau, de la nourriture et de l'oxygène. Pourquoi aller vivre ailleurs alors qu'en fait on est déjà au paradis? Ah, c'est vrai qu'on a ce petit genre de problème. Et d'ailleurs, il est bien au courant que c'est la merde. Dans une interview pour le magazine Rolling Stone, il a dit, et je cite, "Climate change is the biggest threat that humanity faces this century." Donc il sait que c'est compliqué sur Terre. Et pourtant, il décide de fuir en voulant créer une colonie sur Mars afin que l'espèce humaine perdure. Quelle grandeur d'âme, monsieur Elon. Mais est-ce que son projet est réaliste? Est-ce que c'est la bonne décision d'utiliser l'espace pour fuir alors qu'on peut l'utiliser pour potentiellement rester? On en parle juste après, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Parce que Mars, c'est pas le même délire que la Lune. C'est à peu près 585 fois plus loin que la Lune par rapport à la Terre. Donc est-ce que c'est possible et facile d'installer une colonie sur Mars? La réponse est pas si simple. D'un point de vue technique, il y a plusieurs problèmes pour y vivre. Mais à chaque problème, on pourrait trouver une solution technique. En fait, sur le papier, c'est quasiment possible d'y vivre. Par exemple, sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide. Donc un peu relou pour survivre et surtout pour faire de l'agriculture. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau liquide qu'il n'y a pas d'eau tout court. En fait, il y a de l'eau sur Mars, mais sous forme de glace. Donc sur le principe, on pourrait me dire qu'on irait creuser dans les sols avec des machines gigantesques, aller récupérer l'eau, la pomper, et hop, le tour est joué, on a de l'eau exploitable pour l'agriculture. Et en fait, c'est pareil pour tous les autres problèmes. Le froid, la nourriture, etc. On me dira toujours qu'il existe une solution, la technologie comme argument ultime. Mais bon, ça reste une croyance. En fait, dire que la technologie va tout résoudre, c'est comme quand un pote te dit « Est-ce que tu serais capable de faire atterrir l'avion ?» Mais bien sûr. Mais bien sûr.
C'est facile à dire, mais quasi impossible à faire. Mais bon, pour éviter de rentrer dans un débat sans fin sur des croyances technologiques ou techniques, je vais plutôt vous parler de 2 facteurs bien embêtants qui sont biologiques et non pas techniques. Premier facteur, la gravité. On ne sait pas si on peut se reproduire en dehors de la Terre. Notre planète et sa gravité sont parfaites pour nous, mais sur Mars, c'est pas du tout la même chose, il y a beaucoup moins de gravité. Alors c'est pas la Lune où tu peux faire des bonds comme des kangourous, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et le problème c'est que la gravité, c'est super important pour pouvoir se reproduire. Et il y a d'ailleurs des expériences sur des rats qu'on a envoyés dans l'espace qui ont montré que leur embryon ne se développe pas sans une gravité suffisamment importante. Donc pas de bébé, pas de colonie. Deuxième facteur, les rayonnements cosmiques. Sur Terre, on est protégé de ces rayons ultra cancérigènes. Et ça, c'est grâce à notre petite atmosphère et son champ magnétique qui agissent comme un bouclier. Mais sur Mars, il n'y en a quasiment pas qui t'en protègent. Donc les rayons, tu les prends dans ta gueule. Même en t'enfermant à l'intérieur sous un scaphandre H24, on y est bien trop exposé. Donc si tu veux un cancer, va sur Mars, mais très peu pour nous. D'ailleurs, il existe plein d'autres raisons qui sont des freins pour aller sur Mars, et je vous laisse aller voir l'excellente vidéo de Christophe Pauly sur le sujet. Vous avez le lien en description. Donc si on résume, faire une colonie sur Mars, c'est complètement utopique. En plus, ça demanderait une quantité de ressources astronomiques à l'heure où on approche du pic pétrolier et qu'on doit limiter nos émissions de CO2, je vois pas comment ce projet pourrait être viable. Le truc, c'est que le projet de Mars d'Elon Musk, c'est pas le seul qui demande autant de ressources pour un résultat nul. Il y a aussi celui de son petit compère et concurrent à la place de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, qui veut développer le tourisme spatial, alors même que le mec dit être conscient du changement climatique. Faut imaginer quand même que pour le tourisme spatial, c'est un vol qui dure 3 minutes, 75 tonnes de CO2 en moyenne, donc 30 fois plus que les émissions annuelles qu'on devrait avoir si on respectait l'accord de Paris. En gros, le mec est hypocrite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace, c'est pas uniquement ces projets un peu fous. C'est aussi l'un de nos meilleurs atouts pour faire face au changement climatique. Regardez ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ce petit machin? De quand il date? Et surtout, à quoi ça sert? Alors si t'es pas un expert de l'histoire spatiale, ce qui est probablement ton cas, je pense que ça te parle pas. Pourtant c'est ce petit bip bip soviétique qui a été lancé en 1957 qui nous a permis d'un jour arriver à ça. Bienvenue dans l'ère des satellites, des machines qui tournent au-dessus de nos têtes H24 sans qu'on s'en aperçoive. Des sortes d'espions cosmiques qui ont pour but de nous fournir des renseignements indispensables pour comprendre et lutter contre le changement climatique. Alors on savait depuis 1896 qu'il existait un effet de serre responsable de ce changement climatique, mais avant d'envoyer les premiers satellites météorologiques, putain c'est dur à dire, météorologiques dans l'espace, on arrivait à le mesurer, mais que très localement. En fait, on pouvait pas imaginer l'ampleur du phénomène. C'est grâce à l'étude Climate Modeling through Radiative Convective Models de 1978 qu'on a pu valider à l'échelle planétaire l'effet de serre. Grâce aux satellites, ils ont pu mesurer les infrarouges que renvoyait la Terre pour voir combien de chaleur elle émettait. Parce que oui, qui dit infrarouge, dit chaleur. Et donc, en mesurant la différence entre tous les infrarouges que renvoie la Terre et la chaleur qu'on reçoit du Soleil, on a pu observer qu'on renvoyait moins de chaleur dans l'espace que ce qu'on recevait. C'est comme si le Soleil nous donnait 10 €, mais que la Terre ne lui en rendait que 8. Les 2 petits euros qu'elle garde sous le côté, c'est l'effet de serre. Donc, grâce aux données récoltées par satellite, on a pu valider ce phénomène et comprendre son impact à l'échelle mondiale. Et puis on a surtout pu commencer à faire des modélisations et voir que si on n'arrêtait pas d'émettre du CO2, c'était la merde. Avec les années, les satellites se sont de plus en plus développés et on a commencé à voir des trucs qui étaient impossibles à voir avant. Par exemple, la température globale de l'océan, la composition précise de l'atmosphère, etc. Mais les satellites, c'est pas uniquement des données hyper techniques que vous et moi, à mon avis, on comprend même pas. C'est aussi ça. Parce que des chiffres alarmants, on en lit souvent. Mais les satellites nous ont aussi permis de voir concrètement les conséquences terribles du réchauffement climatique. Que ça soit la fonte de l'Arctique et des banquises, ou encore voir les anomalies de température qui s'intensifient en nombre et en degrés au fur et à mesure des années. Mais surtout, on a aussi pu voir comment nous, les êtres humains, on défonce l'environnement. Regardez celui-là, des kilomètres carrés de forêt qu'on a dévastés pour nourrir du bétail que nous ensuite on va manger. Ou encore, l'assèchement d'une mer entière, la mer d'Aral pour ceux qui connaissent, qu'on a dépecée pour cultiver du coton et du blé. Tout ça c'est nous, et sans les satellites, on aurait eu du mal à saisir l'ampleur des dégâts. Avec ces images, on fait face à la réalité. On peut plus se cacher, mais plutôt que de devenir dépressif, on peut s'en servir pour agir. Ça, c'est Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, un grand monsieur, qui a perdu les élections de 2000
face à George Bush à, tenez-vous prêts, 534 voix près. C'est genre rien du tout, alors qu'il y a des millions de personnes qui votent. Bref, c'est quelqu'un qui pèse dans le game et qui depuis plus de 45 ans parle du changement climatique. Mais il faut aussi savoir qu'il est fan de satellites. Et il se pourrait qu'il ait développé l'outil ultime pour faire face au plus gros pollueur, j'ai nommé Climate Trace. À votre avis, comment on fait pour résoudre le problème du CO2 alors que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sait pas précisément qui en émet, où ils en émettent et comment. C'est un casse-tête hyper compliqué, voire impossible à résoudre. Le seul moyen dont on dispose actuellement serait de croire les rapports que les entreprises fournissent sur leur propre pollution. Bon, le problème c'est qu'ils peuvent manipuler les chiffres, donc c'est pas hyper crédible. Et encore, on pourrait me dire que je suis de mauvaise foi et que leurs chiffres sont exacts. Le problème c'est comment faire pour que toutes les entreprises, même les plus petites, puissent produire ce genre de rapport alors que ça coûte de l'argent et qu'elles n'ont pas forcément les moyens. Entre payer Catherine de la Compta et avoir un rapport sur le CO2, je vous laisse deviner lequel on va choisir. Et bien grâce à Climate Trace, on peut résoudre en partie ce problème. Avec plusieurs satellites, ils sont capables de traquer précisément les émissions de CO2 que peut émettre un pays, une ville, voire même une usine. Impossible de mentir sur les chiffres. Grâce à leur technologie, on peut pointer du doigt ce qui émet le plus de CO2, mais aussi d'autres gaz toxiques qui sont responsables d'un nombre faramineux de décès chaque année. Et si jamais vous n'êtes pas fan d'Al Gore, sachez qu'il y a d'autres outils qu'on peut utiliser grâce aux satellites et qui nous permettent de traquer, voire contrôler, ceux qui ne respectent pas la loi, qui détruisent la planète. On a par exemple le suivi des forêts et de la déforestation illégale avec Global Forest Watch, le contrôle de la pêche dans des zones protégées avec Global Fishing Watch, et à peu près tout ce que vous voulez qui finit par Global et Watch à la fin. Finalement, on peut dire que l'espace, c'est pas uniquement le lieu de la lubie de certains milliardaires, mais aussi le gardien de notre futur. Le problème, c'est qu'il est en danger. Avec l'élection de Trump, la NASA a dû réduire de 50% son budget pour les satellites en lien avec l'étude de l'environnement et du climat. À cause de ça, de nombreux satellites vont être arrêtés et toutes les données qu'ils nous fournissaient vont tomber à l'eau. Mais ça, c'est même pas le pire. Parce qu'en fait, peut-être que le prochain président, il pourra redonner un peu de budget à la NASA et relancer les satellites. Le pire, c'est qu'il se pourrait qu'on condamne l'espace à tout jamais. Ça, c'est une modélisation de l'évolution de l'espace depuis qu'on y envoie des satellites. On est passé de 3500 satellites en 2019 à plus de 11 000 en 2024. Et tout ça, en grande partie à cause d'Elon Musk et son projet Starlink. Si on résume le projet, c'est pour avoir du Wi-Fi n'importe où sur Terre. T'as plus besoin d'être raccordé à une antenne, les antennes, c'est dans le ciel et partout autour de la Terre. Le problème, c'est que plus on a de satellites, plus on a de chances d'avoir ça. Des collisions entre des satellites qui se déplacent à des dizaines de milliers de kilomètres et qui explosent en plein de petits débris. C'est notamment ce qui s'est passé en 2009 quand un vieux satellite russe a accidentellement percuté un satellite américain et créé des dizaines de milliers de débris. Aujourd'hui dans l'espace, on compte plus de 130 000 millions de débris allant de 1 mm à plusieurs mètres. Alors oui, c'est vrai, la plupart des débris font quelques millimètres, voire quelques centimètres, mais comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est la vitesse. Un petit débris de 1 mm qui va à des centaines de milliers de kilomètres/heure, tu te le prends, t'exploses. Si le satellite explose, il va faire des débris, ces débris vont faire exploser d'autres satellites, et ainsi de suite. On rentre dans une réaction en chaîne inarrêtable. À trop avoir de satellites, on pourrait ne plus en avoir du tout. Même pire, on pourrait ne plus pouvoir en envoyer dans l'espace. Est-ce que ça serait une chance, une façon de mettre fin aux rêves mégalos de Musk et de Bezos, ou une malédiction qui nous priverait d'un outil essentiel pour protéger notre planète ? Vivre dans l'espace, est-ce vraiment une solution? On a bien compris que non. Ce fantasme de coloniser Mars est non seulement irréaliste, mais surtout vain. Vivre dans l'espace ne sera jamais un plan B. Donc si tu veux cramer des milliards Musk, régale-toi, mais ça sert à rien. En revanche, l'espace, ça nous sert pas à rien. Et ça pourrait même être notre allié pour sauver le plan A, la planète Terre. Grâce à l'espace et aux satellites, on a vu qu'ils nous envoyaient des données clés pour comprendre, anticiper et agir face à la crise climatique. Alors c'est peut-être qu'une petite partie des satellites qui nous sont utiles, comparé à plein d'autres qui servent à rien, qui utilisent plein de ressources et qui polluent, mais le truc c'est que sans eux, on serait aveugle. Mais en dehors de ça, l'espace nous a offert autre chose, une perspective. Car pour la première fois de l'histoire, grâce aux satellites et aux fusées, on s'est vu de loin. Une petite bille bleue, fragile, isolée dans l'immensité noire. C'est ce qu'on appelle l'overview effect. Un bouleversement vécu par les astronautes qui, en voyant la Terre d'en haut, prennent conscience de sa beauté, mais aussi de sa vulnérabilité. Finalement, la Terre vue de l'espace n'a plus de frontières, plus de nations. On est juste une seule planète,
une maison commune pour tout le monde. Alors évidemment, on ne peut pas tous aller dans l'espace pour vivre cette expérience, et heureusement parce que sinon on polluerait énormément, mais avec l'expérience proposée par le site One Home, on peut tous ouvrir les yeux ici et maintenant. L'espace n'est pas l'ennemi absolu, mais si on l'utilise bien, un outil pour comprendre la fragilité de notre planète et comment la préserver. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'on fait avec Limit et notre campagne de dons, l'Odyssée du vivant. On veut aller sur le terrain pour mettre en avant ceux qui protègent la Terre et surtout pour montrer les vrais héros du quotidien. Alors si ce projet te parle, n'hésite pas à aller voir notre Tipeee en description pour nous soutenir et pour qu'on puisse rester un média indépendant. C'était Johan pour Limit, gardez le smile.